Alors, la dernière fois, j'ai fait une chose qu'il ne faudrait en principe jamais faire, à savoir que je vous ai donné, pour vous donner les différentes parties de la philosophie, je vous ai donné en fait un système a priori, c'est-à-dire qui présuppose déjà les conclusions de la philosophie. Bon, l'avantage, c'est que cela vous permet de voir un petit peu où nous allons. L'inconvénient est précisément cet aspect a priori qui ne semble pas fondé. Donc, en définitive, ce que je vous ai dit hier, la dernière fois, devrait plutôt être une conclusion qu'un commencement. Mais enfin, bon, la chose étant commencée, elle est commencée, donc je la termine. Si nous avions donc, en présupposant ce que l'on démontre en philosophie au sujet de la connaissance et des sciences, nous pouvons formuler le raisonnement suivant. Un habitus de connaissance est spécifié de par la cognoscibilité de son objet. Un habitus de connaissance est spécifié de par la cognoscibilité de son objet. Je vous donne le raisonnement et je vous expliquerai ensuite chacune des propositions. Un habitus de connaissance est spécifié par la cognoscibilité de son objet. Or, la cognoscibilité vient de l'abstraction. Or, la cognoscibilité, ou le mode de connaissance, si vous préférez, vient de l'abstraction. Or, la cognoscibilité vient de l'abstraction. Donc, un habitus de science est divisé de par l'abstraction de son objet. Donc, un habitus de science est divisé de par l'abstraction de son objet. Or, un habitus de science est divisé de par l'abstraction de son objet. Donc, c'est une conclusion. Or, il y a 3 degrés d'abstraction. Donc, la science spéculative est divisée selon les 3 degrés d'abstraction. Donc, la science spéculative est divisée selon les 3 degrés d'abstraction. Bon, je vous ai donné les 3 degrés d'abstraction. Alors, reste à expliquer cela en essayant de le rendre compréhensible, malgré le fait que vous n'ayez pas vu toutes ces conclusions de la philosophie de la connaissance. Bon, nous avons un habitus de science ou un habitus de connaissance, ou si vous préférez, un perfectionnement, une disposition de notre intelligence en vue de connaître. Qu'est-ce qui va permettre de distinguer dans notre intelligence, dans les facultés de notre intelligence? Qu'est-ce qui va permettre de spécifier? Ce qui spécifie, c'est la raison de cognoscibilité de l'objet, c'est-à-dire la manière dont l'objet est connu, ou si vous préférez, l'objet en tant qu'objet. Bon. Autrement dit, notre intelligence s'applique à différents objets, différentes choses. Bon. Or, ces choses peuvent être considérées du point de vue de la connaissance, de la manière dont on les connaît. Il faut les considérer de la manière dont on les connaît. Autrement dit, toutes les choses que nous connaissons peuvent être considérées de différents points de vue. Ce qui nous intéresse ici, c'est de les connaître en tant qu'elles sont connues, de considérer la manière dont on les connaît. La manière dont on les connaît. Bon, c'est la manière dont on connaît les objets qui permettra de distinguer les dispositions de l'intelligence pour connaître. Ces dispositions de l'intelligence pour connaître sont déterminées par la manière dont on connaît les objets. Or, le mode de connaissance, la raison de cognoscibilité, c'est l'abstraction. C'est-à-dire que les objets, en tant qu'ils sont connus, se distinguent selon leur abstraction. Autrement dit, une même réalité matérielle peut être considérée de différents points de vue. Je donne un exemple. Vous considérez un arbre. Cet arbre peut être étudié par la botanique. Il peut être étudié par la botanique. On le comparera aux autres espèces d'arbres. On regardera ce qu'il peut avoir de spécial par rapport aux autres arbres qui l'entourent, par rapport aux autres arbres qui existent dans le monde. Il appartient à un certain genre, à une certaine espèce. Bon, que ce soit pour les arbres ou pour les plantes, vous avez des livres parfois qui vous permettent de classer les plantes et les arbres que vous rencontrez. Bon,
C'est ce que fera le botaniste. Bien. Mais il peut être étudié aussi par le biologiste, qui ne s'occupera pas tellement de ce que l'arbre a de spécifique, mais qui s'occupera de son fonctionnement végétal, d'une manière plus générale, qui va étudier les rapports entre l'étude des cellules, les compositions des cellules, les rapports entre les cellules de l'arbre et puis la lumière, la température. Vous voyez, c'est le fonctionnement, on approche plutôt du fonctionnement des parties de l'arbre. Il peut être étudié également, ce même arbre, par un chimiste organique sans doute, qui va s'occuper de considérer les composants chimiques d'un arbre et comment fonctionnent les différentes parties de l'arbre d'un point de vue strictement chimique. Ce même arbre peut être considéré aussi par un mécanicien, je veux dire mécanicien au sens mathématique du mot, c'est-à-dire qu'il va étudier la résistance mécanique de l'arbre aux efforts qui y sont portés. Qu'est-ce qu'un arbre ou qu'est-ce qu'une poutre tirée de cet arbre est capable de supporter comme charge? Est-ce qu'on peut utiliser cet arbre pour le placer dans une construction et pour lui faire supporter telle ou telle charge? Ce sera le mécanicien qui étudiera ça. Il peut être étudié aussi par un mathématicien qui considérera simplement sa figure extérieure, plus ou moins comme un cylindre. Bon, évidemment, là on est obligé de schématiser un peu, bien sûr. Hein, on quitte de plus en plus les qualités sensibles. Mais même là, tout à fait, on considérera que c'est un cylindre, par exemple. Voyez. Et il peut être considéré aussi par le philosophe de la nature qui considérera simplement ce qu'il est un vivant. Alors on ne s'occupe même pas de savoir si c'est un arbre, on dira que c'est un vivant, simplement. Qu'est-ce que c'est que la vie? Et puis il peut être considéré par la philosophie première pour voir eh bien qu'il existe, et puis c'est tout. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'exister? Alors, ça on peut le dire à propos de n'importe quoi, et pas seulement d'un arbre. Bon. Alors vous voyez, la même chose matérielle présente différents niveaux d'intelligibilité. Il y a différents niveaux d'intelligibilité. La même chose matérielle peut être considérée de différents points de vue. Différents points de vue. Eh bien, c'est cela l'abstraction. C'est-à-dire que il y a des aspects de cette chose qu'on va éliminer pour considérer exclusivement certains autres aspects. Et ce sont les échelles de l'abstraction, les degrés d'abstraction. La raison de connaissibilité, c'est l'abstraction, c'est-à-dire que la manière dont on connaît une chose vient de cette abstraction, c'est-à-dire de cette élimination de certains caractères particuliers et sensibles pour mettre en évidence davantage certains caractères plus universels. Donc l'habitus de science, ou de la connaissance, est divisé selon l'abstraction de son objet. Autrement dit, la même chose matérielle est susceptible d'être plusieurs objets à la fois. L'objet étant ce qui est connu. Eh bien, la même chose matérielle présente plusieurs aspects connaissables, qui sont les objets, qui ne sont pas réellement distincts d'elle d'ailleurs, mais qui sont certains aspects de la chose. Les habitus de connaissance viendront de l'abstraction de l'objet. Or, il y a 3 degrés d'abstraction, c'est ce que je vous ai exposé la dernière fois, donc on divisera la science selon ces 3 degrés d'abstraction. Bon, je vous avais énoncé le tableau. Alors, ce qu'il faut conclure de cette explication, bon, je m'excuse de l'avoir donnée maintenant, j'aurais peut-être dû la donner en conclusion, ça aurait été certainement plus facile à comprendre, et puis plus conforme à la démarche naturelle de l'intelligence, c'est que, je le répète, la même chose matérielle présente plusieurs niveaux d'intelligibilité, plusieurs niveaux de connaissance. On peut la pénétrer, la connaître à différentes étapes, selon différents degrés. Et ces différents regards de l'intelligence sont complémentaires les uns des autres, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. Alors, la richesse d'un esprit, c'est de pouvoir considérer les choses de cette multitude de points de vue. Et la pauvreté d'un esprit, c'est au contraire de tout simplifier et de tout réduire à un seul point de vue. Ça peut correspondre à ce qu'on appelle la déformation professionnelle. Quelqu'un qui est tellement imbu de sa profession, de son métier, qu'il ne voit tout que par rapport à cela. Incapable de parler d'autre chose, incapable de considérer autre chose. Bon, prenez l'exemple d'un cultivateur. Bien pour lui, ce qui l'intéressera, ce sont les fruits. Bon.
sont incapables de parler des arbres d'un autre point de vue que du point de vue de la production des fruits. Bon, au contraire, un mathématicien sera incapable de parler des choses, de la nature. Ce qui l'intéresse, c'est les figures géométriques. Il serait incapable de voir les choses autrement que du point de vue des figures géométriques, etc., etc. Bon, ça c'est l'exclusivisme de l'esprit. Et c'est un peu le danger de l'éducation moderne. Les gens sont spécialisés très tôt. On essaie d'y remédier un petit peu par la pluridisciplinarité, mais ce n'est pas, on verra pourquoi, ce n'est pas tout à fait la solution. Bon, le danger de l'éducation moderne, c'est cette spécialisation. On reçoit une formation, en général, une formation physico-mathématique, qui fait qu'on ne considère exclusivement que le point de vue physico-mathématique et rien d'autre. On n'arrive plus à voir la richesse du réel. Or, les choses de ce monde sont très riches, très diverses, et par un seul regard, par un seul point de vue de l'intelligence, on ne peut pas tout savoir. Il faut donc savoir que les choses qui nous entourent sont susceptibles de différentes considérations de l'intelligence. Et ces différentes considérations de l'intelligence, eh bien précisément, on les groupe selon ces 3 degrés d'abstraction, ce qui nous donne les 3 parties de la science spéculative, ou les 3 parties de la philosophie spéculative. Vous avez à un premier niveau les objets, alors je ne dis pas les choses, parce que les choses qui existent dépendent toujours de la matière, c'est bien évident. Mais ce qu'on considère dans les choses, c'est l'objet. Et l'objet, lui, peut être plus ou moins matériel. Il y a un objet qui dépend de la matière selon l'être et selon la notion, eh bien c'est le cas par exemple du végétal, de l'arbre, eh bien la science qui le considère abstraira la matière sensible, c'est-à-dire les qualités sensibles, de la matière individuelle. Par exemple, le botaniste ne s'occupera pas de savoir si ce chêne se trouve, je dirais, dans telle partie de la forêt ou dans telle autre partie de la forêt. Bon, le botaniste ne pourra pas faire abstraction des différents pays où se trouvent des chênes, c'est entendu. Mais quand vous avez une forêt de chênes, eh bien le botaniste, précisément, essaye de voir ce qu'il y a commun dans tous les chênes de la forêt. Il ne s'appliquera pas à regarder chaque chêne en particulier. Bon, on fait abstraction de la matière individuelle. Et c'est ce qui donne la science physique, la science de la nature. À un degré supplémentaire, il y a des objets, qui dépendent de la matière selon l'être, c'est-à-dire qui ne peuvent pas exister en dehors de la matière, mais qu'on considère sans la matière, c'est-à-dire que selon la notion, ils sont sans matière. Et à ce moment-là, nous avons une science qui abstrait la matière intelligible de la matière sensible. C'est-à-dire qu'on écarte la matière sensible, on enlève les qualités sensibles pour ne regarder que ce qui est purement intellectuel, à savoir les quantités, les figures. Par exemple, considérant l'arbre, eh bien, on ne s'occupe plus de la couleur, on ne s'occupe plus de la vie de l'arbre, on ne s'occupe plus donc de son poids ou de sa résistance, on ne considère que sa figure mathématique, plus ou moins, admettons, un cylindre. Et on obtient ainsi la science mathématique. Et puis, à un degré plus élevé encore, il y a des choses qui peuvent exister sans matière. Du moins, c'est à la conclusion de la philosophie qu'on arrive à cela, évidemment, je l'affirme ici un peu gratuitement, pour essayer de classer les sciences, mais ça devrait être prouvé, bien sûr. Admettons qu'il existe des choses sans matière, eh bien nous aurons alors une philosophie qu'on appellera première, qui sera au-dessus des autres. Bon, est-ce qu'elle est possible? Ça, je n'en sais rien. Admettons qu'elle existe pour classer nos concepts, mais bien sûr, il nous restera à prouver que ça peut exister. Voilà. Alors, pour vous exposer cela, il me semble que je vous avais lu la dernière fois un texte des métaphysiques. Dans les physiques également, dans le premier livre, à la leçon 1, numéro 2 et 3, bon, je vous en avais parlé, déjà, je crois que c'est ce que je vous avais lu, déjà aussi. Dans la métaphysique, au livre 6, métaphysique 6, leçon 1, métaphysique 6, leçon 1, au numéro, dans l'édition Marietti, 1162-1163. 1162-1163, livre 6, leçon 1. Il dit que s'il y a quelque chose d'immobile selon l'être, et par conséquent perpétuel et séparable de la matière selon l'être, il est évident que sa considération appartiendra à la science spéculative
et non pas à la science pratique, dont la considération porte sur certains mouvements. Donc, il est clair que la considération des choses qui existent sans la matière n'appartient pas à la science pratique. Ces choses-là, on ne les fait pas, on ne les pratique pas, on ne peut que les contempler. Mais pourtant, la considération d'un tel étant, qui n'existe pas sans la matière, n'est pas la physique. Car la physique considère certains étangs, à savoir les étangs mobiles. Et de même, la considération de cet étang perpétuel et immobile n'est pas la mathématique. Car la mathématique ne considère pas des choses qui sont séparables selon l'être, mais seulement selon la raison, comme il a été dit. Mais il faut que la considération de cet étang appartienne à une science autre, première aux précédentes, à savoir première par rapport à la physique et à la mathématique. La physique, en effet, porte sur des choses inséparables de la matière, immobiles. La mathématique, elle, porte sur certaines choses qui sont immobiles, mais qui quand même ne sont pas séparées de la matière selon l'être, mais seulement selon la raison, tandis que selon l'être, elles sont dans la matière sensible. Eh bien, en effet, vous pouvez considérer le cylindre en soi, dans votre intelligence, sans les qualités sensibles. Mais en fait, où ce cylindre existe-t-il? Il existe dans la matière. Un cylindre en métal, un cylindre en bois, un cylindre dans une matière quelconque, mais enfin, le cylindre en soi, ça n'existe pas. C'est un cylindre dans une matière. Et il dit, en effet, que certaines choses mathématiques portent sur des choses immobiles. Certaines parties de la mathématique portent sur des choses immobiles, comme par exemple la géométrie et l'arithmétique. Parce qu'il y a certaines parties de la mathématique qui s'appliquent également au mouvement, comme par exemple l'astronomie. Bon, là, nous arrivons dans un domaine un peu intermédiaire entre la physique et la mathématique. Quand vous étudiez certains mouvements, on étudie bien certains mouvements qui existent, mais on les étudie d'un point de vue mathématique. Donc c'est une sorte de situation intermédiaire. Bon. Mais la première science porte sur les choses qui sont séparables selon l'être et qui sont tout à fait immobiles. Bon, les substances spirituelles dont il faudra démontrer qu'elles existent, pour l'instant, nous ne l'avons pas fait. Autre passage, le livre 11, à la leçon 7, livre 11, leçon 7, au numéro 2264. Et ici, dit saint Thomas, Aristote conclut qu'il y a 3 genres de sciences spéculatives, à savoir la science naturelle, qui considère les choses mobiles et qui, dans leur définition, reçoivent la matière sensible, c'est-à-dire la définition des choses qui sont objets de la physique, comporte des aspects sensibles. Et deuxièmement, la mathématique qui considère les choses immobiles, qui ne reçoivent pas la matière sensible dans leur définition, bien qu'elles aient l'être dans la matière sensible. Et enfin, la théologie, qui porte sur des étangs qui sont purement et simplement séparés. Séparés de quoi? Séparés de la matière. Vous trouvez également la même doctrine dans la Somme théologique, prima pars, question 85, article 1, ad secundum. Il faut dire que certains ont pensé que l'espèce d'une chose naturelle est seulement sa forme et que la matière ne fait pas partie de l'espèce. Bon, autrement dit, pour simplifier, il veut dire qu'il y a des gens qui ont pensé que les choses elles-mêmes se définissaient par leur forme sans leur matière, c'est-à-dire que les choses elles-mêmes, la définition même, l'essence même des choses, était sans la matière. Bon, c'est ce que pensait Platon. Mais ainsi, dans les définitions des choses naturelles, il ne poserait pas la matière. Et c'est pourquoi il faut dire autrement. Et il faut dire que il y a 2 sortes de matière, à savoir la matière commune et puis la matière signée ou individuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La matière commune, c'est par exemple la chair et les os, en général. Bon, vous voyez les organes du corps, en général. La matière individuelle, c'est, par exemple, ces chairs-ci et ces os-ci, c'est-à-dire ces organes très précisément, individuels qui sont là devant moi. L'intellect, donc, abstrait l'espèce de la chose naturelle
de la matière sensible individuelle, mais non pas de la matière sensible commune. Ainsi, l'espèce de homme, c'est-à-dire si je considère la nature humaine, fait abstraction de cette chair et de ces os particuliers, qui ne font pas partie de l'espèce, mais qui sont des parties de l'individu. Autrement dit, si je parle de la nature humaine, je ne m'occupe pas de ces parties corporelles particulières, de tel homme en particulier. Je parle de l'homme en général, et je ne m'occupe pas de ce corps-ci particulier. Et c'est pourquoi, comme la chair et les os en général font partie de la nature humaine, mais que ces chairs et ces os aussi ne font pas partie de la nature humaine, on peut considérer la nature humaine sans eux. C'est-à-dire qu'on peut parler de l'homme sans parler de tel et tel corps particulier. Mais l'espèce de l'homme, la nature humaine, ne peut pas être abstraite par l'intellect de la chair et des os. C'est-à-dire, si vous parlez de la nature humaine, vous êtes obligé de parler du corps humain. Quant aux espèces mathématiques, elles peuvent être abstraites par l'intelligence de la matière sensible, non seulement de la matière individuelle, mais aussi de la matière commune. En effet, non pas cependant de la matière intelligible commune, mais seulement de la matière individuelle. C'est-à-dire que la matière intelligible commune, ce sont les qualités géométriques. Eh bien, les mathématiques n'en font pas abstraction. En effet, la matière sensible est dite matière corporelle selon qu'elle est soumise aux qualités sensibles, comme par exemple le chaud et le froid, le dur et le mou, et ainsi de suite. Tandis que la matière intelligible est dite substance en tant qu'elle est soumise à la quantité. Or, il est manifeste que la quantité se trouve d'abord dans la substance, appartient d'abord à la substance avant les qualités sensibles. Autrement dit, considérer un corps, d'un point de vue logique, le corps a d'abord une surface avant d'avoir une couleur. Si le corps n'avait pas de surface, il n'aurait même pas de couleur. Alors que vous pouvez concevoir par imagination un corps avec une certaine surface, sans pour autant parler de couleur. En mathématiques, vous ne considérez pas les couleurs des choses. Vous pouvez par exemple considérer un corps, un cylindre ou un hyperboloïde de révolution, ce que vous voudrez, et puis vous ne considérez pas la couleur. C'est pourquoi les quantités, comme par exemple les nombres et les dimensions des figures, qui sont les termes de la quantité, peuvent être considérés sans les qualités des choses sensibles, ce qui est les abstraire de la matière sensible. Cependant, ils ne peuvent pas être considérés sans l'intellection de la substance qui est sujette à la quantité, ce qui serait les abstraire de la matière intelligible commune. On peut cependant les considérer sans ces substances, ce qui est les abstraire de la matière intelligible individuelle. Autrement dit, quand on considère une figure mathématique, on considère cette figure mathématique ayant telle et telle dimension en général, mais on fait abstraction de son individualité. C'est-à-dire que non seulement on considère un cylindre sans ses qualités sensibles, mais on considère même tel cylindre, qu'il existe ou pas, qu'il y en ait des milliers ou pas, ça ne nous intéresse pas. On considère un tel cylindre et puis c'est tout. Oui. Mais pourtant, dans la grandeur d'un objet, d'un individu, c'est la même qualité sensible. Voilà. Alors, c'est sensible, oui et non. C'est-à-dire que la grandeur, voyez, en fait, qu'est-ce que vous sentez immédiatement? Nous en parlerons plus tard. Mais qu'est-ce que vous sentez immédiatement? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous touchez? Vous touchez la couleur, vous voyez la couleur, et vous touchez certaines qualités sensibles de rugosité, par exemple, voyez. Mais vous ne voyez pas la figure. La figure, c'est par-delà la couleur, voyez. Le corps est coloré, que vous percevez qu'il a une figure cylindrique ou sphérique, par exemple, voyez. S'il n'avait pas de couleur, il serait invisible. Et puis enfin, il y a des choses qui peuvent être abstraites, même de la matière intelligible commune, à savoir les temps, l'un, la puissance et l'acte, et autres choses de ce genre, qui peuvent même exister sans aucune matière, comme il apparaît dans les substances immatérielles. Supposez, ce sera à démontrer, bien sûr. Et parce que Platon n'a pas considéré ce qui vient d'être dit plus haut sur le double mode d'abstraction, comme dans la suite du raisonnement, dans l'exposé qui a précédé, saint Thomas a parlé de différents modes dont l'une
qui permet de distinguer ce qui peut exister sans la matière et ce qui ne peut pas exister sans matière. Tout ce que nous disons est abstrait par l'intelligence, peut être abstrait. Il l'a posé comme étant abstrait selon la chose. C'est-à-dire que la faute de Platon, c'est de croire que ce que l'on abstrayait selon l'intelligence, ce que l'intelligence pouvait considérer sans la matière, lui, il a considéré que ça pouvait exister sans la matière. Et voilà son tort. Bon, autrement dit, nous considérons l'arbre en général en faisant abstraction des arbres individuels. Mais nous ne disons pas que l'arbre en général existe. C'est notre intelligence qui regarde l'arbre en général, mais l'arbre universel n'existe pas. Ce sont des arbres qui existent. Et Platon, lui, a cru que l'arbre en soi existait. Voilà son tort. Et de même pour les choses mathématiques, nous considérons les nombres et les figures, tout en sachant bien que les nombres n'existent pas en soi. Et Platon, lui, pense que les nombres existent en soi, comme les pythagoriciens du reste. Les nombres existent en soi. Telle est sa faute. Il a confondu l'abstraction qu'on fait par l'intelligence et puis l'abstraction réelle, physique, si j'ose dire, qui en fait ne vaut que pour les substances spirituelles dont il nous reste du reste à démontrer l'existence. Mais je les ai présupposées pour que nous comprenions. Voyez. Alors, la conclusion que nous tirons de ces trois niveaux, c'est que il faut toujours considérer qu'une connaissance totale de la réalité requiert de comprendre ces trois niveaux. Il ne faut en exclure aucun. Et le malheur, c'est que la faute de certains philosophes, c'est d'exclure un de ces niveaux. Par exemple, aujourd'hui, et nous avons, je dirais, tous plus ou moins été formés et éduqués là-dedans, aujourd'hui, on réduit tout à la physico-mathématique. On réduit tout à la quantité. On considère les choses uniquement du point de vue des quantités. Bon, on réduit tout, on prétend tout connaître par les théories physico-mathématiques. Alors qu'en fait, c'est un aspect des choses qui n'est pas à négliger, mais c'est un aspect qui est, comme nous le verrons plus tard, formellement mathématique et non pas formellement physique. Ce qui faisait dire à Eddington, les symboles mathématiques utilisés par la physique actuelle ressemblent aussi peu aux faits réels que le numéro de téléphone au visage de l'abonné qu'il permet d'appeler. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, ces symboles physico-mathématiques ne sont pas sans intérêt, il ne s'agit pas de dire que ça ne vaut rien, que ça ne permet pas de connaître les choses, mais ce n'est qu'un aspect très abstrait de la réalité. Et le danger, c'est de croire que c'est ça qui existe. Alors comme aujourd'hui, les gens sont plus ou moins formés dans cet esprit, on s'imagine, n'est-ce pas, que ce que l'on étudie en physico-mathématiques, eux les scientifiques savent très bien que ce n'est pas le cas, mais ce qu'on appelle le vulgaire, disons, croit que c'est le cas, et qu'en fait la réalité est constituée de protons, de neutrons, etc., aujourd'hui de quarks, etc. Bon. Alors en fait ce sont des êtres mathématiques qui permettent de schématiser le réel, mais ce n'est pas cela qui existe. Bon, les scientifiques le savent très bien d'ailleurs. C'est un aspect des choses, c'est une manière de regarder la réalité. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est faux, que c'est une illusion, c'est pas vrai, mais c'est un aspect de la réalité. Et en ne considérant que cet aspect, on est en faute, bien sûr, par rapport à la connaissance du réel. Alors nous, au contraire, nous disons, mais non, il y a trois degrés pour connaissance du réel. Le degré physique, le degré mathématique et le degré de la première philosophie. Bon. Ceci pour la philosophie spéculative. C'est-à-dire la philosophie dont le but propre est de connaître pour connaître. Et puis, je vous avais dit qu'il y avait une autre partie de la philosophie qui était la philosophie pratique. C'est-à-dire la philosophie qui a pour but d'agir. Or, il y a deux sortes d'opérations. Il y a deux sortes d'actions. Il y a des actions qui ne passent pas dans la matière extérieure et d'autres actions qui passent dans la matière extérieure. Je vais donner des exemples. Il y a une action qui passe dans la matière extérieure. Eh bien oui, si vous considérez par exemple les beaux-arts, ou même les arts mécaniques, l'art de l'agriculteur, l'action de l'agriculteur, ou bien l'action du sculpteur,
Ce sont des actions qui portent sur une matière extérieure. Tandis que vous avez d'autres actions qui restent dans l'homme, qui ne portent pas sur la matière extérieure. Eh bien, c'est notre vie morale, notre vie intérieure, tout simplement. Notre vie intérieure, non pas seulement pour connaître, ça c'est déjà entendu, c'est la vie, c'est la connaissance spéculative. Bon. Mais pour notre action, notre vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours, il y a des choses qui sont d'ordre mécanique, c'est entendu, mais il y a des choses qui sont d'ordre intérieur. Des actions qui sont intérieures, qui restent dans le domaine humain. Vous voyez ? Prenez le cas pour l'amitié, par exemple la vie d'amitié, les rapports qu'on peut avoir avec des personnes, la vie commune, la direction de sa propre vie, par exemple organiser son emploi du temps, vous voyez, organiser son emploi du temps, mais c'est une certaine opération, mais ce n'est pas une action sur la matière extérieure, ce n'est pas une transformation de la matière, vous voyez, ce n'est pas une transformation de la matière. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de mal à voir cette différence. Dans notre monde matérialiste et de productivité, il semble bien qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la production des biens matériels. Alors l'aspect action, mais action morale, action intérieure, n'est plus vu. On considère que les gens sont heureux à partir du moment où on leur fournit des biens matériels. La conséquence, eh bien, le gouvernement des choses et des hommes ne sera considéré que du point de vue de la production des biens matériels. Bon, prenez le cas d'une usine, d'une entreprise, par exemple. Eh bien, c'est vrai que dans la vie d'une entreprise, vous avez l'objectif premier, qui est de produire des biens, de fabriquer des choses. Il n'empêche que, dans la vie d'une entreprise, vous n'avez pas que cet aspect de production des biens matériels. Vous avez tout un aspect humain des rapports des hommes entre eux, et c'est extrêmement important. Et quelqu'un qui a l'expérience de la vie professionnelle sait très bien que, en plus des problèmes strictement techniques et productifs et économiques, vous avez des problèmes humains, des rapports des personnes entre elles, problèmes de direction, problèmes d'autorité, et qu'il ne suffit pas pour que l'entreprise marche que les gens soient d'habiles ouvriers. Encore faut-il qu'ils soient honnêtes. Encore faut-il qu'ils soient travailleurs. Pas seulement compétents, qu'ils sachent fabriquer, mais qu'ils aient la volonté de fabriquer. Et de fabriquer correctement. Et qu'ils ne volent pas les objets qu'ils fabriquent, qu'ils ne volent pas le temps pendant lequel ils sont payés, et qu'ils ne volent pas le matériel de l'entreprise. Qu'ils soient même soigneux avec le matériel de l'entreprise. Bon, ça, c'est des problèmes qui ne sont pas purement matériels, c'est des problèmes qui sont dans notre ordre, qui sont pratiques, mais qui ne sont pas d'ordre strictement productif. Et au plan politique, le problème actuel de la politique, c'est ça, c'est qu'on pense la politique uniquement en fonction de l'économie. Il y a autre chose. Il y a tout un aspect de bonheur, vous voyez. Le bonheur de l'homme, qu'est-ce qui fait le bonheur de l'homme, vous voyez. Ce qui fait le bonheur de l'homme, ce n'est pas un problème théorique, c'est un problème pratique, et ce n'est pas non plus un problème de production matérielle. C'est dans notre ordre, c'est autre chose. Eh bien, c'est cela, la philosophie morale. Donc vous aurez deux sortes de philosophie pratique, la philosophie morale et puis la philosophie des arts. La philosophie des arts. Bon. Alors de toutes ces philosophies que nous avons vues, la physique, la mathématique, la philosophie première, la philosophie morale et la philosophie des arts, eh bien il nous faut faire un choix. Je dirais pour notre enseignement ici. Nous ne pouvons pas tout étudier. Nous ne pouvons pas tout étudier, nous faisons un choix et nous nous appliquons aux choses qui sont les plus propres à la vie spirituelle et à la théologie. Par conséquent, de la physique, nous ne retiendrons que les grands principes généraux et nous laisserons de côté toutes les physiques particulières. Non pas qu'elles soient sans intérêt, pas. Et d'ailleurs, personne ne peut, surtout aujourd'hui, personne ne peut prétendre connaître et étudier toutes les sciences. C'est pas possible. De toute façon, donc, il faut faire un choix. Mais il peut être utile de s'intéresser à d'autres physiques particulières. Mais nous nous contenterons quand même des grands principes de la physique. Bon. Les mathématiques, eh bien, ce serait très intéressant, mais nous n'en ferons pas.
la philosophie première, bien sûr, aura toute sa valeur. La philosophie morale aussi, puisque dans la vie, je dirais, théologique, il y a la considération de la vie humaine, des actions humaines, donc la philosophie morale aura toute son importance. Et la philosophie des arts, malheureusement, nous n'en ferons pas. Bon, ce ne serait pas sans intérêt non plus. Ça nous éviterait d'ailleurs de voir certaines images d'animation, mais enfin passons. Bon. Alors, quelques mots à propos de la philosophie pratique, tout de même. Je tire cela des métaphysiques, là aussi. Métaphysique, livre 11, leçon 7. Livre 11, leçon 7, au numéro 2253. Où saint Thomas explique ceci, en commentant Aristote. Agir, adgere en latin, et faire, facere, dit faire. Car agir est dit proprement selon l'opération qui demeure dans celui qui agit et ne passe pas dans la matière extérieure, comme par exemple intelliger et sentir, et autre chose de ce genre. Bon, on peut regarder l'intelliger et le sentir, bien sûr, du point de vue de la psychologie spéculative, mais également du point de vue de la philosophie morale. Une opération qui passe dans la matière extérieure qui est changée. Par exemple, chauffer, couper et autre chose de ce genre. Et donc il y a une science pratique, active, disons, de laquelle nous nous sommes instruits pour exercer correctement les opérations, qui sont appelées des actions. Et ainsi est la science morale. Tandis que la science dite factive, est celle par laquelle nous fabriquons quelque chose correctement. Par exemple, l'art du forgeron et autre chose de ce genre. Alors quand j'ai parlé de la philosophie des arts, il serait plus juste de dire que cette partie de la philosophie serait plutôt une philosophie toute pratique qui serait l'art, et que la philosophie des arts serait plutôt une partie de la philosophie morale qui étudie la manière dont on pratique les arts. C'est une petite nuance. En fait, la science pratique, factive, proprement parlée, c'est l'art, les différents arts. Et puis la philosophie des arts, ce serait plutôt une partie de la philosophie morale qui s'applique à l'étude des arts. Donc, voir comment les hommes réalisent les arts. Autre passage utile à lire. Dans l'Éthique à Nicomaque, le commentaire de l'Éthique, livre 1, leçon 1, numéro 1 à 3. Une autre manière d'exprimer la distinction. Comme le dit le philosophe au commencement des métaphysiques, il appartient aux sages d'ordonner. Et la raison en est que la sagesse est la perfection la plus élevée, la plus forte, la plus puissante de la raison. Et le propre de cette sagesse, c'est de connaître l'ordre. Car, même si les vertus sensitives connaissent certaines choses de manière absolue, connaître l'ordre d'une chose à une autre, le rapport d'une chose à une autre, appartient à l'intelligence ou à la raison. Or, il y a un double ordre dans les choses. Il y a un double ordre dans les choses. L'un des parties d'un tout ou d'une multitude, les unes par rapport aux autres. Par exemple, les parties de la maison sont en rapport les unes avec les autres. L'autre est l'ordre des choses vers la fin. Et cet ordre des choses vers leur but est plus important que le premier, car, comme le dit le philosophe aux 11 livres des physiques, l'ordre des parties d'une armée les unes par rapport aux autres est en vue ou à cause de l'ordre de toute l'armée vers son chef. Or, l'ordre peut être rapporté à la raison de 3 manières. Il y a un ordre que la raison ne fait pas, mais qu'elle considère. Ainsi est l'ordre des choses de la nature. L'ordre des choses de la nature, nous le constatons, nous ne le faisons pas. Autre est l'ordre que la raison considère dans sa propre activité, lorsqu'elle ordonne les concepts les uns aux autres, et les signes des concepts qui sont les signes
et les signes des concepts, qui sont les mots qui signifient. Un troisième ordre est l'ordre que la raison fait en considérant les opérations de la volonté. Et un quatrième ordre est l'ordre que la raison fait en considérant dans les choses extérieures dont elle est la cause, comme par exemple dans une arche ou dans la maison. C'est-à-dire l'ordre que la raison fait dans les choses. Il y a l'ordre que la raison fait dans ses actions, en l'intérieur, dans la volonté, et il y a l'ordre que la raison réalise dans les choses qu'elle fabrique. Et parce que la considération de la raison est perfectionnée par des habitus, selon ces différents ordres que la raison considère proprement, sont diverses sciences. C'est-à-dire que les sciences sont considérées, divisées selon ces différents ordres. C'est à la philosophie naturelle qu'il appartient de considérer l'ordre des choses que la raison considère, mais qu'elle ne fait pas. De telle sorte que, sous la philosophie naturelle, nous comprenons aussi, en ce sens-là, la métaphysique. C'est-à-dire que la philosophie première, considérant également l'ordre des choses qui existent, à un autre niveau, mais c'est quand même ce qui existe, se rangerait dans la même catégorie de la philosophie naturelle. Il y a l'ordre que la raison fait dans son propre acte, l'ordre que la raison fait dans son propre acte en réfléchissant, en considérant, cela se rapporte à la philosophie rationnelle à laquelle il appartient de considérer l'ordre des parties du discours les unes par rapport aux autres et l'ordre des principes aux conclusions. Bon, la philosophie rationnelle, autrement dit la logique, qui considère l'ordre des parties du discours. Quant à l'ordre des actions volontaires, il se rapporte à la considération de la philosophie morale. L'ordre que la raison fait dans les choses extérieures, fabriquées par la raison humaine, se rapporte aux arts mécaniques. Ainsi donc, la philosophie, il appartient à la philosophie morale, que nous considérons ici, puisqu'il s'agit du livre de l'éthique, de considérer les opérations humaines selon qu'elles sont ordonnées les unes aux autres et à leur fin. J'appelle opérations humaines les opérations qui procèdent de la volonté, et là, saint Thomas fait la différence entre, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, entre les opérations humaines, proprement humaines, qui procèdent de la volonté, et les opérations de l'homme, mais qui ne dépendent pas de la volonté, comme par exemple la digestion, la respiration, bon, qui sont des actions biologiques, en définitive. Vous voyez, on peut classer ces sciences en partant de l'ordre. Bon, je vous distribuerai, c'est pas la peine de l'écrire au tableau, un tableau synoptique qui résume les différentes sciences avec leurs expériences, leurs causalités et l'ordre qu'elles considèrent. Je préfère vous le distribuer sur papier, ça sera quand même plus clair. Alors nous allons maintenant considérer ces différentes parties de la philosophie les unes après les autres, non pas pour les résumer, attention, non pas pour les résumer, mais simplement pour en donner les questions principales qu'on se pose à leur sujet. Quelles sont les différentes matières qu'on étudie. Le préambule, je vous le disais, c'est d'abord la logique. Je précise, la logique comme instrument, c'est-à-dire la logique non pas comme une étude spéculative de la raison humaine, mais la logique pratique, la logique qui a pour but de savoir raisonner, de bien se servir de l'intelligence. Donc c'est comme un instrument. Et il commence bien sûr par l'analyse du langage. Quel est l'objet de cette logique? C'est l'ordre artificiel dans la raison. C'est l'ordre artificiel dans la raison. Ou si vous préférez, l'ordre des choses dans l'esprit. L'ordre des choses dans l'esprit. Quel est l'ordre des choses dans l'esprit? Pour bien raisonner. Donc c'est un aspect pratique, il ne s'agit pas de poser des questions, à la limite, il s'agit de savoir comment on se sert de la raison. Cette logique instrumentale a trois parties. Trois parties, on vous l'a peut-être expliqué. Selon les trois parties, selon les trois opérations de l'esprit. Il y a une première opération de l'esprit qui est l'appréhension, dont l'étude de l'appréhension.
Et cette partie de la logique étudie essentiellement le sens des mots. C'est une étude du sens des mots. La première appréhension, on saisit une notion, on l'exprime par un mot, ce sera l'étude du sens des mots. La deuxième opération est le jugement. Donc il y aura une logique du jugement, une logique des propositions, si vous préférez. Le jugement qui s'exprime par des propositions, A et B, alors il y a une logique du jugement. Et la troisième opération de l'esprit, qui est le raisonnement, qui est une série de jugements, une série de propositions.